On va parler aujourd'hui de dispersion, de papillonnage, de dilettantisme, de passage à l'action, d'efforts soutenus, de concentration, d'apprentissage et aussi de sentiment d'imposture. Tout ça est lié et on retrouve chez beaucoup de surdoués, enfin de gens concernés par la question de la nuance, telle qu'on l'a définie, cette interrogation autour de la question de la passion, de la question de l'effort et de la question du sens, mais prise de cette façon-là, c'est-à-dire avec l'idée que leur difficulté à s'inscrire, à inscrire leur action dans la durée et dans quelque chose qui fasse pleinement sens, tient aussi à la dispersion de leurs désirs. Alors, pas tous, hein. Il y a des surdoués qui ont un objet de désir, le monde se rétrécit imaginairement à un champ qu'il défriche et finalement, d'une certaine manière, l'infini ne se joue pas dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que dans un seul champ, dans cette exploration, il retrouve de manière quasi fractale une dimension infinie. Mais c'est pas le cas de tous. Et ça se décrète pas. Ça a à voir avec une structuration assez profonde de la personnalité qui dépasse largement le clivage surdoué typique. Bon. Et il y a un certain nombre de surdoués pour qui c'est l'inverse, c'est-à-dire que les choses ne font sens que quand elles entrent en résonance avec mille autres choses sorties du contexte, du champ premier de l'objet qui doit faire sens. C'est cette manière d'aller chercher les échos, de les tenir ensemble, de les tenir pour que ça ait du sens, qui entraîne une pensée plus arborescente, si on reprend les termes, mais on est persuadé que cette pensée éventuellement plus arborescente d'abord n'est pas le fait de tous les surdoués, pas de cette façon-là. C'est aussi pour ça que c'est si dur à repérer d'un point de vue statistique, et ensuite que c'est pas la pierre de touche, loin de là, c'est une conséquence d'un certain rapport au monde. Mais bon, en effet, il y a un certain nombre de surdoués, et j'en fais partie, pour qui ils peuvent pas faire une seule chose à la fois. D'une certaine manière, quand ils font une chose, s'ils font de la philosophie, s'ils font du théâtre, s'ils font de la psychanalyse, s'ils font mais plein d'autres choses, s'ils font du travail du bois, s'ils font du sport, s'ils font quelle que soit la chose qu'ils font, elle ne prend sens pour eux que par une multitude d'associations d'idées avec l'ensemble de l'existence et le reste du cosmos. Bon. Et du coup, ils n'ont pas tellement un objet de passion. Ils ont 40 000 désirs possibles, ce qui va de pair en plus avec le fait qu'ils sont du coup doués un peu partout. Ce qui est très troublant tant qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait, parce que la notion du don, telle qu'elle est héritée dans notre imaginaire depuis un certain temps, c'est un don normalement qui est localisé. Et on est censé trouver son don. Il y a beaucoup de récits autour de ça, autour de l'idée qu'on trouverait enfin le champ dans lequel, finalement, le champ qui nous appelle, et qui nous appelle parce que, à l'évidence, on est fait pour lui, tellement on y entre avec facilité. Or, l'expérience que font la majorité des surdoués, c'est pas tellement ça, les surdoués qui ont ce type de profil, c'est plutôt que tous les champs qu'ils essayent, ils y entrent avec facilité, ça leur parle. Avec facilité, pas forcément avec une facilité incroyable, parfois oui, mais bon, simplement avec facilité. Et ils voient bien qu'ils pourraient, si dans tel champ ils s'astreignaient un certain nombre d'efforts, s'ils allaient jusqu'au bout d'un certain parcours et d'un certain apprentissage, ils pourraient sans doute atteindre un niveau, sinon d'excellence, enfin sans doute d'excellence, mais en tout cas très satisfaisant, mais ils ont ça dans 50, 100 pistes qui s'ouvrent à eux. Donc, c'est pas tellement la facilité qui viendrait répondre, qui viendrait leur dire « Ah oui, d'accord, il y a plein de choses qui t'intéressent, mais clairement, tu es tellement plus fait pour ça que pour le reste que, bon, voilà, il n'y a plus de questions à se poser. » Non. Les facilités sont à peu près équivalentes. Et le désir aussi. Parce que d'une certaine manière, étant donné que ce qu'ils cherchent est au fond un peu la même chose partout, dès qu'ils trouvent cette chose, c'est-à-dire cette résonance multiple, tout ce dans quoi ils s'engagent devient passionnant. Donc, finalement, chaque objet est porteur pour eux. Chaque objet, n'exagérons pas, ils sont pas non plus totalement omnivores pour si on filait une métaphore gustative. Mais enfin, disons qu'ils ont quand même en général un champ assez large d'objets qui les intéressent, et chaque objet à lui seul
contient un monde possible. Et du coup, beaucoup se tyrannisent et sont incapables de choisir, sont dans une oscillation perpétuelle, sont incapables de s'engager dans une direction. Alors c'est vrai des chants comme ça, mais c'est vrai même dans l'écriture d'un livre, par exemple, ou dans un projet précis, dans une aventure précise, où il y a 1000 directions qui les intéressent, et faute de pouvoir choisir, ils se retrouvent réduits à l'inaction. Ou alors, ils agissent un petit peu, puis papillonnent, vont butiner une autre fleur, ce qui, à un certain âge, n'est pas forcément très problématique parce que tant qu'on pense que le temps qu'on a devant soi est imaginairement presque infini, en tout cas qu'on aura largement le temps à un moment donné de se poser véritablement et d'œuvrer, on peut vivre de manière très déculpabilisée ce papillonnage, mais avec le fil des années, le cours des années et le changement du rapport au temps, de la perception du temps et du rapport à la mort, ça devient de plus en plus angoissant, avec cette impression que finalement j'ai butiné un petit peu partout et j'ai rien fait de sérieux, j'ai rien fait de solide. Bon. D'autant que à côté, il y a toute une société qui prône rigoureusement l'inverse. Pas depuis si longtemps d'ailleurs. C'est-à-dire que le surdoué butinant un peu partout, s'il avait été un noble d'ancien régime, ne l'aurait pas forcément si mal vécu. Dilettante n'a pas toujours été péjoratif. Au contraire, le dilettante, c'est cet homme savant, extrêmement ouvert, qui a une multitude de goûts et de goûts qu'il cultive, chacun à son rythme, qui n'est pas du tout spécialisé, et d'autant moins qu'il ne conçoit pas ses goûts comme devant être productifs. Il cultive ses goûts pour eux-mêmes. Il n'est pas du tout pris dans une idéologie de la productivité où la finalité ce serait de créer quelque chose. Ça, c'est une idéologie au fond héritée vraiment de la société industrielle où on justifie son existence par la somme de ce qu'elle a produit. Donc, puisqu'il faut produire, en effet, il suffit pas de butiner à droite et à gauche. Bon. Donc, pris dans ce discours, pris dans cette idéologie qui du coup nous entraîne vers une extrêmement grande spécialisation. Il y a la spécialisation du travail telle qu'elle a été théorisée à la fin du XIXe siècle, elle a tellement envahi le champ de l'action humaine qu'aujourd'hui elle est aussi le maître mot de ce qui se passe dans les études et de la recherche. On demande à un chercheur d'être ultra spécialisé, d'être spécialisé sur un tout petit champ. Et au fond, bon nombre de chercheurs ne sont plus du tout des chercheurs, des savants, au sens où Newton pouvait l'être, ou Einstein encore pouvait l'être, mais compilent de la donnée. Compilent de la donnée dans un domaine très très précis, sont des OS de la science. Et il n'y a plus aucun horizon derrière, il n'y a plus aucune vue large, il n'y a plus aucun recul épistémologique sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a simplement de la compilation de données pour produire des articles, produire le plus d'articles possible pour jouer le jeu de la concurrence. Enfin bref, bon, et c'est vrai aussi dans un certain nombre de domaines de création artistique. Aujourd'hui, un dessin animé de Pixar ou de Walt Disney, c'est produit avec une armée de dessinateurs qui ont tous une technique assez importante, qui sont passés par des écoles d'art, des écoles de dessin. Mais les 200 ou 300 gars et filles qui bossent sur le dessin animé en question, ils sont tous pris pour un geste extrêmement précis. Il y a celui qui va faire les ombres portées des arbres, et il va tout le temps faire des ombres portées, dessin animé après dessin animé. Bon, il n'y a pas tellement de différence avec l'ouvrier des temps modernes, tel que Charlie Chaplin les a filmés, qui visse toute la journée. Bon, lui, il fait des ombres portées. Avec la perte de sens que ça peut signifier quand on pense au gamin qui à 17-18 ans a fait les beaux-arts parce qu'il rêvait de s'exprimer, d'explorer le champ des arts plastiques et qui se retrouve à faire le même geste, le même geste. Il le fait très bien, il est dans un grand studio, il est bien payé, mais enfin, bref, ça fait belle lurette que le sens s'est enfui. Alors, d'un côté, il y a cette idéologie de la spécialisation et de la productivité, et puis de l'autre côté, il y a ce surdoué qui est intéressé par trop de choses, n'arrive pas à sacrifier une chose plutôt qu'une autre. Et qui se croit condamné du coup à l'impuissance et qui peut s'étouffer comme ça d'angoisse à mesure que le temps passe et se vivre comme un complet raté parce qu'il ne fait rien. La solution est complexe. Elle demande d'abord de déconstruire un peu
ce mythe de la spécialisation, d'apercevoir que ça correspond finalement à un certain impératif dans un certain type de production, dans une production industrielle, mais que déjà, d'ailleurs, s'agissant de la pensée, comme s'agissant donc de la science, de la pensée en général, comme s'agissant de la création artistique, ça va pas de soi du tout. Ça a été importé dans le monde de la recherche, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde de la recherche pour dénoncer la stérilisation progressive de la pensée que c'est en train d'opérer. C'est une vraie question épistémologique aujourd'hui. C'est que le modèle d'aujourd'hui, c'est un modèle finalement où la science se ferait un peu toute seule, d'une certaine manière scientifique. C'est un modèle quasiment biologique, avec l'idée que s'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de compilateurs de données, à qui on ne demande surtout pas d'avoir des idées réellement nouvelles ou d'essayer des changements de paradigme, de se mettre au sein d'un paradigme et de compiler de la donnée localement. Mais s'ils sont en nombre suffisant, fatalement, les idées nouvelles vont émerger. Mais vont émerger pas parce que quelqu'un va les chercher activement, comme Galilée pouvait les chercher activement, comme Newton pouvait les chercher activement, comme Darwin pouvait les chercher activement. Darwin, quand il s'embarque sur le Beagle et qu'il va étudier les espèces animales, il se spécialise pas sur la morphologie d'une espèce. Son problème, c'est pas de devenir le spécialiste de telle tortue ou des écailles de la carapace de tortue. Son propos, c'est de penser la biologie tout entière, c'est de penser le vivant. Et bien sûr, pour ça, il faut qu'à un moment donné, il regarde de très près un certain nombre de choses, mais il ne perd pas de vue l'horizon. Et la science s'est faite comme ça pendant assez longtemps. Aujourd'hui, le modèle, c'est que si ceux qui ont envie de devenir des chercheurs, dès le Master 1, Master 2, la thèse, on les ultra spécialise et que chacun compile de la donnée en perdant totalement vue l'horizon, il va se faire quand même tout seul. Ce qui n'est pas forcément faux comme modèle, si on parle juste de rentabilité. C'est vrai que la différence avec ce qui se passait il y a un siècle ou deux, c'est qu'il y a un siècle ou deux, des physiciens ou des biologistes, il y en avait en Europe et en Amérique, en tout, quoi, quelques dizaines, quelques centaines, voilà. Aujourd'hui, des physiciens et des biologistes, des chercheurs en physique et en biologie sur la planète, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donc le nombre n'est pas du tout le même. Donc sur ce grand nombre, bien sûr que fatalement, on peut se dire que les idées vont émerger toutes seules, elles vont émerger accidentellement. Et l'idée, c'est que même si elles émergent accidentellement, si elles sont fécondes, elles finiront par être sélectionnées. C'est vraiment une métaphore biologique. Et donc il y aura une sorte de sélection quasi naturelle, quasi aveugle, mais à quel prix? C'est-à-dire au prix de quelle désubjectivation des individus. C'est-à-dire les individus deviennent des OS de la science, et puis la science, elle, avance toute seule parce que y a des idées qui sont sélectionnées un peu d'elles-mêmes, qui émergent accidentellement, enfin, comme les mutations peuvent émerger sans qu'on les ait cherchées. Bon. Alors, peut-être que c'est quand même fécond. À quel prix humain, c'est une autre chose. Peut-être que c'est quand même fécond. Mais ça va même pas de soi, et donc, encore une fois, c'est aujourd'hui un vrai débat. Et notamment dans les sciences humaines, il y a des voix importantes qui parlent de la stérilisation de ce qui se produit dans un certain nombre de champs, avec en plus la tyrannie du chiffre. Enfin, l'anthropologie est peut-être en train d'en mourir, comme les sciences politiques, comme la sociologie, de ce mouvement-là. Bon, peut-être, pas sûr. Mais en tout cas, c'est une question très actuelle. Comme quoi, en tout cas, ça ne va pas de soi. C'est peut-être rentable l'ultra-spécialisation, mais ça ne va pas du tout de soi. Et puis, prenons un peu de recul. J'ai découvert l'année dernière, fortuitement, et ça m'a amusé, je ne sais pas si je l'ai évoqué dans une vidéo, mais enfin bon, je le réévoque parce que c'est quand même intéressant, que Léonard de Vinci, celui que la postérité a gardé comme le plus grand peintre des âges classiques, disons. Bon, à tort ou à raison, il y en a eu pas mal d'autres peintres qui mériteraient ce titre. Léonard de Vinci, pas forcément plus que, même si on prend les Italiens, que le Titien et qu'un certain nombre d'autres. Bon. Mais enfin, bon, cela dit, malgré tout, c'est pas totalement infondé non plus. Ça peut être Léonard de Vinci, en effet. Ça pourrait en être quelques dizaines d'autres, mais ça peut être Léonard. Donc, Vinci, quelques temps avant de mourir, une semaine ou deux, je crois, dans une de ses dernières lettres, a écrit ces mots dans un moment de désespoir. Il a écrit « J'ai perdu mes heures ».
Et ce qu'il voulait dire par là, visiblement, enfin de ce que j'en sais, c'est quelque chose comme « j'ai gâché mon talent, j'ai perdu mon temps ». Il avait passé son temps à papillonner. Et c'est vrai que si on regarde quantitativement la production de Léonard de Vinci, il n'a pas beaucoup peint. Eu égard au talent qu'il avait, à la maîtrise technique et à l'audace dans le langage pictural qu'il avait, il a une œuvre assez faible. Beaucoup plus faible qu'un certain nombre d'autres, genre Michel-Ange ou autres, qui ont beaucoup plus peint. Et il est mort en ayant l'impression qu'il avait gâché son talent parce qu'il avait passé trop de temps à faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est-à-dire dessiner les plans de machines improbables qui fonctionneraient jamais, mais juste parce qu'il avait envie d'en rêver et qu'il dessinait très minutieusement les plans de chars d'assaut, d'hélicoptères, de parachutes, de machines volantes, de s'intéresser aussi à des problèmes d'hydraulique, à des problèmes politiques, à la joaillerie, et puis vivre tout simplement, parce que je crois que ça a été aussi un assez bon vivant, enfin, voilà, croquer dans la vie à pleines dents, et puis de temps en temps peindre. Et il est mort en disant, voilà, j'ai été un fumiste. Léonard. C'est-à-dire un de ceux dont on pense aujourd'hui que c'est l'un des êtres humains les plus productifs de l'histoire de l'humanité. À tort sans doute, enfin je dirais en partie, c'est la légende, mais c'est quand même ironique. S'il le savait, il se demanderait, enfin voilà, la comparaison de sa lettre et de ce que la postérité en fait est quand même amusante. Et si on suit l'exemple d'ailleurs, bon, il y a dans la peinture de Léonard de Vinci, comme chez tous les grands peintres, il y a quelque chose d'assez singulier, c'est pas juste une maîtrise technique. Il y a un regard sur le monde, le fameux sourire de la Joconde qui a fait couler tellement d'encre. Et même si la Joconde n'est même pas forcément le tableau le plus intéressant de Léonard de Vinci, malgré tout, oui, bien sûr qu'il y a une singularité, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que cette singularité aurait été la même s'il avait passé tout son temps à peindre? Peut-être. C'est pas tranchable cette question, mais c'est pas sûr. Qu'est-ce qui, dans cette manière très singulière de peindre, qu'est-ce qui tient justement à ce caractère, à ce caractère qui folâtrait d'un champ à l'autre, et pas qui folâtrait, plus ou moins, parce que finalement, si on observe bien le papillonnage de Léonard de Vinci, c'est un papillon quand même qui n'effleure pas les fleurs sur lesquelles il se pose. Quand il les butine vraiment. Et il est quand même capable de passer des heures et des heures à se poser des problèmes mécaniques pour dessiner les plans de machines dont il sait qu'elles ne fonctionneront sans doute jamais, qu'il ne les verra pas. Mais il passe des heures, des jours. Il s'intéresse à tous les aspects, aux aspects physiques, aux aspects mécaniques, aux matériaux. Il s'intéresse à tout. Bon. Donc, quand même, quand il se pose sur une fleur, il approfondit, il la regarde sous toutes les coutures, la fleur. Mais effectivement, au bout d'un moment, il passe à une autre, très différente. Et puis encore une autre. Et puis il revient à la première. Et puis, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il en reste dans son œuvre picturale? On ne saura jamais. Mais il n'est pas sûr que une part de l'essentiel qui fait la fécondité de Léonard de Vinci comme peintre ne vienne pas justement de ce papillonnage et de la façon dont il a papillonné. Mais sans doute a-t-il papillonné de cette façon-là aussi parce qu'il s'y autorisait. Tant qu'on se regarde comme un être superficiel, incapable de se fixer, le problème c'est que dès qu'on est attiré par, continuons la métaphore du papillon, par une fleur, et que, voilà, on va un peu y voir, on est hanté par cette question, est-ce que ça va être enfin la bonne? Est-ce qu'enfin là je vais me poser pour de bon et je vais pouvoir œuvrer là? Et finalement, le désir cède très vite à l'angoisse. Et parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas de raison que ce soit là plutôt qu'ailleurs, on s'empêche de vivre ce qu'il y aurait à vivre, d'explorer, de le dessiner, le plan de cette machine, et de le dessiner en plusieurs exemplaires et de le tourner dans tous les sens. Non, on esquisse vaguement, on se dit « Ah ouais, ce serait bien, mais oui, mais non, mais en même temps, je vais pas y passer 20 ans. » Et comme on se dit « Je vais pas y passer 20 ans », on n'y passe même pas 10 jours, on n'y passe même pas un mois. On y passe quelques heures et on file ailleurs. Alors que, justement, ce profil du surdoué, qui est incapable de faire une seule chose, c'est-à-dire quand il fait une chose, se pose toutes les questions à propos de cette chose. Là, vous regarde sous tous les angles. Ça fait que d'une certaine manière, même le papillonnage, la notion de papillonnage va pas de soi.
Parce que justement, dans un fonctionnement typique, si je fais du théâtre, bah, je fais du théâtre. Si je fais de la philosophie, je fais de la philosophie. Et c'est deux choses très différentes. Et dans un fonctionnement surdoué, en fait, quand on fait une chose, pour qu'elle ait sens, il faut qu'on soit en train de faire tout le reste. Quand j'ai fait du théâtre, j'ai pas simplement fait du théâtre. J'ai pris des cours de théâtre, ensuite on a monté une compagnie de théâtre, pendant quelques années, on a eu une compagnie de théâtre, on a monté des spectacles, on en a écrit, on en a mis en scène, on en a joué, etc. Bon. Mais je me suis pas contenté de faire ça. Quand je jouais, quand j'étais sur le plateau, et que je vivais une expérience très forte, pour X raisons, parce que, voilà, très forte, parce que c'était bouleversant ce qui était en train de se passer, ou parce que j'y arrivais pas, j'échouais, ou parce qu'au contraire, enfin, voilà, mille choses. Ou quand je me pose la question de diriger des comédiens, de mettre en scène, et bon. Je pouvais pas simplement être dans un questionnement technique. Tiens, qu'est-ce que je sais pas encore faire, ou qu'est-ce que le comédien que je dirige ne sait pas encore faire, et tiens, techniquement, comment l'aider à... Oui, bien sûr, il y avait des questions techniques, mais finalement, même la technique, elle ne m'intéresse que par ce qu'elle raconte en amont. C'est-à-dire que pourquoi telle méthode théâtrale est meilleure qu'une autre, ça ne me parle pas simplement de théâtre, ça me parle immédiatement de psychologie, d'anthropologie, d'ontologie, même. Finalement, c'est toute ma réflexion philosophique qui est convoquée là. Parce que qu'est-ce qui fait que tel geste va être efficace et tel autre va pas l'être sur un plateau? Qu'est-ce qui fait que tel comédien va être bouleversant à tel moment et à un autre moment, juste il va mettre de l'énergie mais il se passera pas grand-chose? Qu'est-ce qui fait que la temporalité doit être différente? Ça met en jeu des questions physiques, des questions d'acoustique, des questions organiques, corporelles, des questions de traitement cérébral de l'information par le comédien, mais aussi par le spectateur. Ça met en jeu le rapport qu'on a à la fiction. Ça met en jeu tout un tas de questions passionnantes, vertigineuses. Ça convoque toute l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la pensée. Et je n'ai pas pu faire du théâtre sans constamment me poser ces questions-là. Et pas simplement, me poser aussi des questions sur moi, ce que j'y vivais. Ça convoquait aussi la dimension affective, intime, singulière. En même temps que je faisais du théâtre, par ailleurs, j'étais en analyse à l'époque, j'étais pas encore analyste. Bien sûr que ça entrait en résonance, et que constamment, finalement, ce qui était mis à l'épreuve dans, tiens, moi metteur en scène, ou moi comédien, dans telle faille, dans telle fragilité, dans telle réussite, dans tel ressenti, c'était une découverte, c'était remettre l'ouvrage sur le métier, de tiens, qui suis-je? Ah, quelle facette de moi? Qu'est-ce que ça raconte? Et du coup, d'ailleurs, quand j'ai écrit Intelligent, trop intelligent, et puis ensuite quand on s'est mis au travail sur le dernier, il m'a paru clair que ce avec quoi je pensais, ce avec quoi j'écrivais, c'était l'ensemble de ces expériences. Toutes. C'est pas simplement... C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'à la fin de notre bouquin, il n'y a pas de bibliographie. Ça a pu surprendre. Parce que dans les codes universitaires, un ouvrage n'est savant, n'est solide que s'il y a une bibliographie nourrie, pour avoir fréquenté suffisamment les milieux universitaires, pour en avoir fait partie, je sais très bien ce que ça vaut, ça. C'est vraiment, il y a un certain nombre dans les travaux universitaires, il y a un certain nombre de bibliographies qui sont simplement du copier-coller. C'est juste une manière, au fond, de donner des gages, de dire, voilà, ça, je l'ai regardé. Je l'ai regardé, ça veut pas dire que je l'ai travaillé, ça veut pas dire que je l'ai macéré, digéré, compris. Je veux juste dire, je l'ai regardé. C'est de l'argument d'autorité, c'est au poids de notes de bas de page et de bibliographie. Et en effet, quand on a publié nos bouquins, le premier et le deuxième, on s'est dit on fera ni notes de bas de page, ni bibliographie, mais pas simplement pour pas obéir à ces codes absurdes, en partie absurdes, puisque après, bien sûr, ça peut être utile aussi une bibliographie, un appareil qui permet de dire ah oui, tiens, ce serait intéressant après d'aller lire tel et tel bouquin. Et j'entends bien les internautes qui me demandent mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait lire? De quoi vous vous êtes servi? Cela dit, malheureusement, je sais pas trop quoi leur répondre, parce que c'est pas comme si cette réflexion elle était venue d'une ou de deux lectures. L'ensemble, à titre personnel, l'ensemble de ce que j'ai pu travailler, et pas simplement en philosophie, pas simplement en psy, de ce que j'ai pu travailler, tous les bouquins d'histoire que j'ai pu lire, tous les bouquins d'économie que j'ai pu lire, tous les bouquins d'anthropologie, tous les romans que j'ai pu lire, toutes les réflexions que j'ai pu me faire, les bouquins de linguistique que j'ai pu lire, les bouquins de critique littéraire, tout ce dont j'ai pu me nourrir, toute la biologie que j'ai faite, les maths quand j'en ai refait, tout
tout ça, c'est avec tout ça que je pense, et pas simplement, parce que ça c'est juste les bouquins, mais il y a au fond effectivement toutes les expériences humaines que j'ai vécues. Et je suis pas sûr de pouvoir facilement dire oui, mais tout ça peut être pondéré, et il y a quand même nettement plus de, je sais pas moi, de Freud, ou de Spinoza, ou de Hegel, ou de Aristote, ou de Marx, ou de Kant, ou de Leibniz, ou de etc., que je sais pas, La recherche du temps perdu, ou Le Seigneur des Anneaux, ou mes aventures théâtrales, ou le fait, ou ce qui s'est passé quand j'ai eu des enfants, ou mon histoire personnelle, ou toutes mes amitiés, etc. Non, il y a tout ça, et tout ça à part égale. Et j'invite d'ailleurs ceux qui... parce qu'il y a parfois des personnes qui commentent et qui croient reconnaître un philosophe, qui disent « Ah oui, oh bah, tout ça c'est déjà chez Heidegger », ou « Tout ça c'est déjà chez Spinoza », ou « En fait c'est déjà chez... » Je les invite, si vraiment la philosophie les intéresse, je les invite à aller beaucoup plus loin. Ils vont s'apercevoir que tout est dans tout le monde d'une certaine manière. Parce que je pourrais tout aussi bien dire que l'ensemble de ce qu'on développe est déjà dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Et qu'au fond, d'ailleurs, l'éthique à Nicomaque, elle est déjà contenue dans certains dialogues platoniciens, à certains égards. Et vraiment, c'est pas un jeu. Mais le mouvement sous-jacent de l'éthique à Nicomaque, c'est d'une certaine manière la même chose que ce qu'on théorise, même si tout aussi bien on peut dire que c'est là aussi chez Marx, c'est là chez Hegel, que bien sûr qu'il y a du Husserl là-dedans, enfin, voilà, il y a du Leibniz. Bref, ne pas être dupe du Nietzsche, oui, bien sûr, mais ne pas être dupe du fait que si on regarde de loin, finalement, on peut retrouver à peu près tous les systèmes philosophiques, et qu'au fond, la validité n'est jamais que dans le détail exactement du concept. Que bien sûr, en gros, il ressemble à. Oui, bien sûr, en gros, ça ressemble. Mais en gros, toutes les pensées ressemblent à toutes les pensées, et ça n'est que dans le détail qu'on peut juger si c'est vraiment pertinent. Et peut-être que les concepts qu'on forge, ils sont bidons, peut-être. Peut-être que finalement, ils n'ont pas vraiment d'heuristique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment capables d'interpréter la réalité correctement. Mais c'est dans le détail que ça se joue. Bon. Mais voilà, les bouquins qu'on a écrits sont une synthèse de tout ce que j'ai vécu, et une synthèse dont je me rends bien compte qu'elle rend, dans mon propre parcours, finalement caduque cette question qui m'a moi-même hanté du papillonnage. C'est à la période où je faisais de la critique musicale, parce que j'ai fait aussi de la critique musicale, mais je ne me suis pas contenté de faire de la critique musicale. Ce qui m'intéressait, c'était le quatuor à cordes, et je savais que j'étais pas musicologue et que j'avais pas prétention à l'être et que c'était pas de là que j'allais critiquer les concerts ou les disques que j'entendais. Mais en revanche, je me savais très sensible à l'émotion qui me traversait, ou pas d'ailleurs, et capable de soulever des questions, d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que telle formation, que tel quatuor avait essayé de faire dans cette œuvre-là, et pourquoi ça marchait ou pourquoi ça marchait pas, ou pourquoi j'avais l'impression que ça marchait ou l'impression que ça marchait pas. Et ça amène aussi d'ailleurs des questions psy, hein. C'est-à-dire 4 musiciens qui jouent ensemble et qui ont des rôles assez définis, le premier violon, le deuxième violon, l'alto, le violoncelle, des rôles très complexes, parce que des rôles dans la structure harmonique, des rôles dans le langage musical, mais pas simplement, des rôles aussi symboliques, parce que le premier violon c'est un peu la star, le violoncelle il a encore un autre statut, enfin bref, et donc qu'est-ce qui fait qu'une alchimie comme celle-là va à un moment donné fonctionner et donner un concert sublime? De ces concerts, il y en a quelques-uns dont on sort en se disant oh, celui-là je m'en souviendrai, à 90 ans je m'en souviendrai encore que j'ai vécu ce moment-là. Ou alors que ça donne un truc bof, pas mal, ou carrément pas terrible, alors même que ce sont des musiciens qui ont une grande technique, qui ont beaucoup bossé, etc. À quoi ça tient? À un ensemble de paramètres très complexes. D'une certaine manière, si on rentre dans cette question, on pourrait y passer 20 ans, c'est quasi infini. Mais c'est dans cette ouverture quasi infinie que ça m'intéresse, de la même façon que quand j'ai enseigné, c'était dans l'ouverture sur l'ensemble des questions de qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'enseigne, pourquoi la philosophie, pourquoi l'enseignement est organisé comme ça, pourquoi l'institution d'éducation nationale, qu'est-ce que c'est qu'un étudiant de 22 ans ou un lycéen de 17 ans, comment il fonctionne, quelles questions il se pose, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, bon,
c'était en ouvrant l'ensemble de ces questions, en les mettant activement au travail dans chaque expérience d'enseignement, quand ça marchait et quand ça marchait pas, que ça pouvait prendre sens. Et du coup, bien sûr que quand on fonctionne comme ça, chaque fleur nous fait travailler tout ce qu'on a accumulé sur les autres. Donc on n'est pas tant que ça en train de se disperser. À condition de s'autoriser, comme le faisait Vinci, à quand même rester dans la fleur, autant que quoi? Pas autant qu'il faut pour être productif, non, autant que son appétit, que son désir nous le commande. Et quand le désir est pas grévé par l'angoisse, par la nécessité de produire quelque chose, ça nous permet finalement d'y passer un moment dans la fleur. Le temps de vivre une expérience suffisante pour que, d'une certaine façon, ce soit une vie de plus. Il y a une vie où j'ai été critique musicale, une vie où j'ai été metteur en scène, une vie où j'ai été comédien, une vie où j'ai été prof, etc. Ce qui permet imaginairement d'ailleurs d'avoir 50 existences. Mais pour qu'elle soit consistante, comme existence à part entière dans cette espèce de récit, il faut évidemment y être allé suffisamment pour y avoir vécu des choses. Si on se contente d'effleurer, on n'y vit pas grand-chose. Bon. Donc, quand on obéit à cette logique du désir, et qu'encore une fois, elle n'est pas grévée par la culpabilité, qui la stérilise d'emblée, on prend le temps, on mène une exploration à chaque fois, et une exploration assez profonde. Et quand on sort de là pour aller ailleurs, on est riche de tout ce qu'on a accumulé. Et ça finit par dessiner un parcours très cohérent, et où l'apprentissage, en plus, se fait selon des modalités qui le rendent 30, 40, 50 fois plus performant que l'apprentissage habituel. Parce que précisément, il obéit à une logique de désir, et de désir qui est constamment passionné. Passionné, pas au sens de la passion unique, parce qu'on aurait trouvé l'objet qui, pour de bon, pour les 50 prochaines années, sera le nôtre. Non, mais parce qu'on a trouvé l'objet qui, pour les prochaines heures, résume le monde entier pour nous. Et quand on est face à cet objet, évidemment que l'inconscient cognitif fonctionne beaucoup plus et beaucoup plus vite. Mais beaucoup plus, c'est pas 2 à 3 fois plus. Et c'est aussi une clé, ça, pour faire ces études. Il n'y a que pour faire des études excellentes, il faut toujours prendre suffisamment de distance vis-à-vis de l'institution pour pouvoir lire le livre, faire l'exercice qu'on a hyper envie de faire à ce moment-là, le livre qu'on a envie de lire, qui correspond exactement aux questions du moment, à l'heure où on a envie de le lire, et il nous emmène toujours ailleurs, et quand on tire le fil de son désir, finalement, on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a une quantité de connaissances qui s'est agrégée, qui parfois donne un certain vertige. Le souci, c'est que comme c'est une manière de faire qui est totalement hétérodoxe, même quand on obtient des reconnaissances institutionnelles, parce qu'on passe tel ou tel concours, ça soulage, mais même comme ça, on a facilement un sentiment d'imposture. Parce que, même quand on obtient des consécrations, on les obtient pas du tout comme la plupart des autres les obtiennent, et que comme, effectivement, cette manière de faire permet de travailler beaucoup plus vite, parce que ce qui s'y passe est beaucoup plus dense, du coup, en nombre d'heures de travail spécifiques sur l'objet en question, sur lequel est venue la consécration, on a toujours l'impression que c'est dérisoire par rapport à ce qu'ont fait les autres. Et du coup, il y a cette impression constante d'être un imposteur, même pour ceux qui ont des titres, qui ont passé des concours, qui ont obtenu des reconnaissances officielles. A fortiori, pour ceux qui ne les ont pas passés. Et qui ont, et certains de ceux qui regardent la vidéo vont se reconnaître, qui sont partagés, complètement déchirés entre eux, et du coup basculent constamment, parce que dans un certain nombre de domaines, ils voient bien qu'ils ont un savoir-faire. Donc quand ils le confrontent aux autres, à ceux qui, eux, ont travaillé comme il faut, etc., ils voient bien qu'à certains égards, ils ont un savoir-faire bien plus complet, bien plus, même s'il leur manque quelques trucs, par ailleurs, ils ont des... Et en même temps, à d'autres moments, dès qu'il y a une faille, dès qu'il leur manque quelque chose, ils disent non, ok, c'était une illusion, parce que ça ne semble pas possible. Parce qu'en effet, c'est tellement pas pensé dans cette société, ça sort tellement du champ de ce qui est habituellement représentable, que ça n'est pas dissible, ça n'est pas avouable, et même pour eux, ça n'est pas forcément pensable. Donc, être fécond, pour un surdoué de ce type, et justement, être fécond et même être productif, ça passe, paradoxe suprême, par le fait d'oublier la nécessité de produire, et par le fait de s'autoriser à suivre le fil de son désir, suivre le fil très activement,
et déployer toutes ses forces dans des directions dont on ne sait jamais où elles vont nous mener, et surtout en le faisant pour le simple plaisir de le faire et d'explorer, et pas pour faire carrière ou parce que nécessairement il faudrait que dans 10 ans, dans 15 ans, on soit encore dans ce domaine-là. Non, butiner la fleur pour elle-même, tant qu'elle a du goût. Et dès qu'elle cesse d'avoir du goût, allez en butiner une autre. Plus on arrive à se l'autoriser, plus ça dessine un parcours qui, au bout du compte, donne un savoir-faire qui est même très rare, très précieux, et qui vaut des reconnaissances, même si ce sont des reconnaissances paradoxales, et même si, effectivement, le combat, ce sera ensuite de se battre contre ce sentiment d'imposture.